que le sens de l'histoire est là et que le mur arrive vite, les entreprises seront de toute façon mises face à leurs responsabilités. Effectivement, on a l'impression que sous l'ère Trump, le G est passé vraiment au second plan, mais en fait, toi, tu passes beaucoup de temps aux États-Unis. Moi, j'ai peur que, alors qu'on a en Europe plutôt l'idée, le sujet, montrer ce qu'il fallait faire et qu'on a été les premiers convaincus, j'ai peur qu'on se fasse encore passer devant. Tu nous disais en off que si tu voulais créer une Forever Company. Ouais. Moi, j'aime bien ce terme-là. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 97 de Méthode to Scale. On se rapproche des 100 et on en profite pour vous féliciter. Vous êtes de plus en plus à nous écouter, à vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées et aussi sur notre chaîne YouTube. Donc ça nous aide. N'hésitez pas à, comme vous le faites régulièrement, faire des commentaires sur la tenue de Julien Masson si ça vous intéresse ou sur nos invités sur les plateformes, à vous abonner, à mettre 5 étoiles. Ça nous fait monter dans les algorithmes, ça nous fait connaître et plus on est connu, plus on est content. Donc, merci encore une nouvelle fois. Dans ce numéro, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Rachel Delacour. Bienvenue, Rachel. Merci. On est ravis de t'accueillir. Tu es la cofondatrice et CEO de Sweep. Je prononce bien? Tout va bien. OK. Je vais présenter ton entreprise pour nos auditeurs qui la connaissent peut-être ou qui la connaissent pas pour qu'ils puissent se faire une idée de ce qu'on va mener aujourd'hui. Donc, Sweep, c'est une entreprise qui se positionne sur la climat tech. Que tu as fondé il y a 6 ans maintenant, avec une plateforme SaaS qui permet aux entreprises d'adresser les sujets liés à leurs données ESG, aux émissions carbone. Donc, l'idée, c'est d'être capable de mesurer, de piloter, de réduire ces émissions et de prendre des décisions. Et l'idée, elle est assez intéressante, c'est que tu es parti d'une obligation, enfin en tout cas, les entreprises peuvent se dire que c'est une obligation réglementaire. Et en fait, se dire finalement, c'est pas une obligation réglementaire. Si vous prenez le sujet de la bonne des manières, c'est un très bon moyen pour vous d'augmenter la valeur business de votre entreprise, de production de valeur, aussi en recrutement notamment. Et donc, en fait, l'idée, c'est de transformer cette durabilité en levier de performance. Donc, ça, c'est le point. Et très concrètement, donc, tes clients, c'est essentiellement des grandes organisations où tu aides à collecter ces données, à les transformer, à les structurer sur toute la chaîne de valeur, y compris dans des zones qui sont pas évidentes comme la supply chain. Et l'idée, c'est que ça va permettre de construire des stratégies climatiques par rapport à ces données-là qui ont un impact dans le PNL. Voilà. Donc, j'essaie de terminer sur une touche chiffrée. Donc, depuis la création, la société, vous êtes imposé comme un leader important, notamment sur les clients internationaux. On va revenir surtout dans l'actualité du moment. Et tu as levé plus de 100 millions de dollars pour accélérer le développement de cette plateforme. Donc, bienvenue. Merci. Et en fait, d'ailleurs, on en profite, un petit heads up à Julien de Normandie qui nous a mis en relation. C'est grâce à lui que tu es là ce soir. Exactement. Donc, c'est Julien, merci. Depuis fin 2022. Ça commence à dater maintenant. Il vous a rejoint en 2022. Fin 2022, ouais. Donc, ancien ministre du Logement et de l'Agriculture. Du coup, dans le podcast, jour 3 parties, donc le 0 to 1, on va aborder les débuts et aussi une meilleure peut-être compréhension pour nos éditeurs du modèle économique de la société. Ensuite, la partie scale avec Émeric, avec 2 points préparés aux petits oignons comme d'habitude. Et une dernière partie à la fois sur le endgame, finalement, on a parlé un peu en off, rester en ligne, c'est intéressant. Et aussi tes habits pour garder la pêche. On te voit là, t'es au top, Amel a l'impression que t'as tous les jours. Score, c'est pas étonnant. Ouais. Ça aide un petit peu plus. Et voilà, on peut commencer. Ouais. Peut-être tu peux un peu nous parler de ton parcours et puis comme tu avais déjà monté une première boîte, peut-être intéressant de mettre ça en perspective pour Sweep. Merci. Ouais, moi j'ai un profil plutôt finance à la base et j'ai créé 2 entreprises, une qui s'appelait BIM Analytics, qui vendait un produit SaaS déjà, qui permettait aux entreprises de faire de l'analyse de données. Donc voilà, plutôt très proche de ce que j'ai développé ensuite avec Sweep. La première entreprise, c'était grosso modo de 2008-2009 à 2015. Pourquoi 2015, ça s'arrête? Parce que en fait, on est racheté par Zendesk, le leader de la relation client, pareil, SaaS, CRM, etc. Américain, californien, et en fait qui achète notre technologie
pour en fait leur moteur de calcul et faire que tous leurs clients aient enfin accès à de l'analyse de données. Donc moi, ce que je faisais en business intelligence complètement distribuée, on était parmi les premiers, les pionniers de la cloud business intelligence, donc de l'analytique complètement distribuée. Ouais. Analyse de données et visualisation des données. Exactement. Donc BI. Exactement. Toutes les entreprises qui avaient jusqu'ici l'habitude d'avoir de grands serveurs pour pouvoir créer des tableaux de bord de suivi, en fait, nous, on a déporté tout ça dans le cloud. On a fait partie des premiers SaaS, typiquement. Et on a surtout fait partie des premières entreprises qui se sont créées de France et qui ont vu tout de suite que c'était possible de faire 80% de son chiffre d'affaires à l'étranger grâce à la magie du SaaS. Tout ça sans très peu de levée de fonds, même pas. Et que ça fonctionnait, quoi. Donc, on n'avait pas besoin d'acheter des serveurs, etc. Ce qui était la mise de départ habituelle jusqu'en 2010, on va dire. Donc voilà. Et puis, ça s'est très bien développé. On a tout de suite été leader, été reconnu aussi plutôt sur un segment TPE-PME, donc très transactionnel aussi en termes de business model. Et puis racheté par Zendesk. Et ensuite, on est passé, je dis on parce que mes cofondateurs actuels aussi, ça fait grosso modo 15 ans qu'on travaille ensemble. Donc, on a fait la première entreprise, on a fait les 4-5 ans chez Zendesk. Et puis ensuite, on a créé Sweep ensemble. Donc ces cofondateurs-là, j'en ai vu célibataire, et puis avoir les petites copines, et puis ensuite se marier, puis avoir les bébés, et puis ça c'est trop chouette. Ça franchement c'est vraiment ce qui est c'est ce qu'il y a de plus chouette dans tout ça, parce que tout le reste est tellement difficile qu'au moins quand tu partages tous ces morceaux de vie là. Bref, donc on est passé par toutes ces à la fois ces satisfactions, ces difficultés aussi. Et puis c'est vrai que quand on était chez Zendesk, moi j'ai vraiment beaucoup appris. J'étais chez Disneyland, très clairement, dans le sens où je voyais de l'intérieur une sublime scale-up, même post-IPO, post-introduction en bourse, un sublime modèle américain de SaaS dont le produit se vendait quasiment tout seul. C'était vraiment fou. Qu'est-ce que tu en as retenu? C'est assez intéressant parce que tu as quand même été pionnier sur le cloud et alors que tu vois, c'est parti de la France pour aller aux US. Donc c'est quand même intéressant qu'ils aient racheté cette brique-là. Donc au niveau techno, j'imagine que c'est ça qu'ils venaient chercher. Qu'est-ce que toi, t'en as ressorti d'aller chez Zendesk? C'est quoi la différence de culture que tu as vue avec les US et ce qui t'a servi derrière pour Sweep? Ouais, j'ai vu. Alors, comment dire, ce qui a été simple aussi pour nous, c'est qu'on s'est vite reconnus bizarrement dans cette culture, mais il faut quand même comprendre que c'était des Danois européens, donc qui étaient partis à San Francisco pour créer Zendesk. Donc il y avait quand même une proximité culturelle européenne. Et eux, en fait, racheter une boîte française n'a jamais été un frein pour eux parce que eux-mêmes avaient fait une partie de leurs études en France. Tu vois, c'était quand même important finalement dans le. Il y avait ça a été tout de suite très très fluide, on va dire. Et puis c'était un peu des pirates, quoi. Leur première acquisition était à Singapour. Enfin bon, voilà, ils n'avaient pas peur, on va dire. Mais tout allait très bien, très 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 bien. Ils étaient tous les feux étaient ouverts chez Zendesk. Et en fait, ce que j'ai appris surtout, c'est le modèle à l'américaine, qui est que en fait, je me suis dit, mais pourquoi moi j'ai fait des économies de bout de chandelle sur ma boîte à tel endroit, alors que eux ont bien compris depuis le début que si ça ne scale pas dès le début, mais ça empêche le système total d'avancer dans le temps, sur du légal, sur une manière d'organiser son go-to-market, etc. Et quand je dis que j'étais chez Disneyland, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, je voyais vraiment le playbook idéal qui était devant moi. Je pouvais aller voir tous les autres general managers pour leur demander en fait la recette aussi de leur succès sur leur périmètre et c'était magique. Moi je n'avais pas accès à cette littérature là encore en Europe en tout cas. C'est-à-dire qu'ils pensaient XXL? Déjà, il y a une manière de penser XXL très clairement. Il y a une manière de dépenser aux bons endroits, en fait, de comprendre tout de suite que c'est à ces endroits-là qu'il faut faire des paris. Alors, ça peut se casser la figure très rapidement aussi, ils en sont bien conscients. Mais il y a une manière d'organiser un système qui a été fait par beaucoup plus de générations que ce qu'on avait encore en Europe à ce moment-là. Donc moi j'ai vu un système scalé à l'international, je les ai vus prendre beaucoup plus de risques, je les ai vus aussi avoir accès à beaucoup plus d'argent et de financement, très clairement. C'est là aussi où tu te dis il y a quand même un sujet. Après on était en plein dedans, 2014, 2015, c'était post-Pigeon, c'était au début French Tech, France Digital, etc. Donc il y a plein de choses heureusement qui se sont le puzzle est beaucoup
beaucoup plus complet aujourd'hui chez nous. Ce qu'on entend souvent, quand on a eu pas mal d'interviews là, de patrons qui sont partis aux États-Unis, ils ont été très surpris de deux choses qui sont différentes. Vraiment le go-to-market, la notion de go-to-market et de travail, et la notion de turnkey. C'est-à-dire que vraiment, quand ils font un playbook, ils le pensent de A à Z, et quand on pense à A à Z, nous on dit ok, non, ils vont chaque étape. J'ai vu quelques playbooks, et on a discuté avec Ronan de Villiers chez ESS qui est passé l'autre jour. Qui nous disait il peut y avoir des playbooks de 200 à 500 pages et chaque page il montre étape par étape, c'est-à-dire que, et ça on n'a pas cette notion d'aller jusqu'au bout du playbook. Exactement, je te le confirme. Le playbook c'est vraiment un livrable donc quand tu expliques un playbook. Ouais, je te le confirme, et je te confirme que ça fonctionne toujours beaucoup comme ça, très clairement. Faut voir maintenant avec l'IA aussi ce que ça va donner, tout ça. Ouais. Est-ce que l'intelligence du playbook sera gardée si elle est produite par l'IA, je ne sais pas, je t'avoue, mais oui. Ouais, c'était beaucoup plus structuré, et puis il y a juste des générations et des générations en fait qui sont passées par là, quoi, tout simplement. Donc on aura toujours un retard générationnel, on va dire, j'entends des générations d'entrepreneurs. Après, on a la capacité d'aller vite aussi, tu vois, et puis ça ne nous empêche pas de croquer le monde non plus, quoi. Ok, génial. Si on passe à Sweep en 2 mots, comment ça fonctionne pour les clients, qu'est-ce qu'ils achètent, comment tu te rémunères? C'est quoi le point de départ? Peut-être la vision de départ même. La vision de départ, c'est que justement, quand je suis chez Zendesk, donc moi, je viens de la data, grosso modo. Je viens de l'analyse de données, je viens du pilotage, je viens des méchants et des non sexy stacks informatiques avec what milliards de data qui se connectent, un coup on-premise, un coup en cloud, etc. Moi, je trouve ça sexy. Mais moi aussi. Du point de vue Théodo, c'est difficile de dire ça, sinon tu te mets quand même. Okay. Moi, à chaque fois, je parle de data sur tous les podcasts, alors je me tais. Non, mais la data, c'est fantastique. La data a la vérité, de toute façon, in fine. Bref. Donc, moi, je viens de cet environnement-là de business intelligence pour prendre de meilleures décisions. Et en gros, c'est vrai que il se trouve qu'en parallèle, j'ai aussi un peu le climate moment que tout le monde a eu fin des années 2010, quoi, tout simplement, où il y a beaucoup plus de littérature déjà aussi sur le sujet. Et moi, je n'ai absolument aucun. Moi, je ne suis pas une activiste ou quoi que ce soit. Zéro ADN familial qui me demandait de trier quoi que ce soit. Rien. Pas d'une famille d'écolo. Pas du tout. Et puis voilà, puis de toute façon, je reconnais, je le dis souvent, mais j'allais à San Francisco pour 2 jours. Ah, bon, tu vois, super. J'ai une dette carbone costaud. Donc, tout ça pour dire que je percute en lisant un rapport du GIEC. Je prends le temps, en fait. C'est juste, oui, post-acquisition, t'as un petit peu plus de temps sur certains sujets. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et je monte en charge là-dessus. Et surtout, je me rends compte qu'il y a un énorme problème, très clairement. Mais je me rends compte aussi, surtout, qu'il y a plein de solutions. Et je me dis, mais c'est dingue quand même qu'on ne connecte pas. Et quand tu commences à dire, on n'arrive pas à connecter parce que à l'échelle planétaire, et à l'échelle de 8 milliards d'individus égocentrés, ça va être compliqué d'orchestrer une action jointe, commune, etc. Tu te dis, il y a au moins du digital qui peut s'inviter là-dedans pour connecter des points, connecter des datas, faire ressortir des trends, etc. Et moi, je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour connecter ces solutions? Comment est-ce qu'on fait pour mettre en fait de l'information compilée, consolidée, monitorée en fait auprès de qui? Moi, je ne sais parler qu'à des entreprises. Moi, je ne sais pas faire du B2C. Je ne sais pas parler à ces 8 milliards. Puis de toute façon, je suis très pessimiste sur le fait que 8 milliards de personnes vont réussir à percuter d'un coup. Donc, en fait, je me dis, il y a certainement les entreprises, qu'est-ce qu'elles font sur ces sujets? Et bref, j'appelle des clients, d'anciens clients de ma première entreprise qui me disent juste, tu sais, nous, en fait, on sait pas du tout, on adorerait faire notre part, on sait qu'on a une responsabilité, mais on sait pas du tout par quel bout commencer. Et puis surtout, c'est vrai que j'avais contacté des entreprises qui, pour le coup, étaient un peu costauds en termes de périmètre, etc. Ils m'ont dit, mais tu me vois aller chercher sur ma supply chain, qu'est-ce que tu veux que j'aille connecter, comment est-ce que je fais ça? Et en plus, je sais pas comment transformer ça en carbone. Et puis en plus, si on parle carbone, tu vas commencer à me dire qu'il faut le reste des données d'eau, de déchets, etc. C'est pas mon métier, sauf à m'acheter une armée de consultants, je ne sais pas faire. Mais c'est abstrait, ça peut être abstrait. C'est complètement abstrait, mais il y a la volonté d'eux. Il y a la volonté d'eux de faire, et c'est là où ils me disent, et il y en a un qui me verbalise le truc en me disant, mais pourquoi tu refais pas BIM Analytics, mais appliqué au non-financier? Pourquoi tu nous fais pas de la business intelligence, du monitoring, en fait, mais appliqué à tout ce qui est non-financier? Tu te charges de transformer n'importe quel type de pixel qui serait sur ces sujets en véritables données informatives, en fait, qui nous permettent de prendre des décisions. Et donc, et là, c'est là où, en fait, on percute, on se dit, mais il faut qu'on fasse la même chose, il faut qu'on aide ces entreprises, mais ça va être costaud. Donc et surtout parce qu'on se dit, on sort d'une acquisition, on a le luxe de choisir nos nouvelles batailles, ça c'est important, et les nouvelles batailles, elles sont, a priori, là où il y a le plus d'impact,
Et là où il y a le plus d'impact, c'est sur les très grandes entreprises. Parce que même une très grande entreprise qui génère une trajectoire, qui améliore sa trajectoire de décarbonation de quelques pourcentages, à la très grande échelle de cette très grande entreprise, l'impact, il est massif, versus une start-up ou une TPE ou une PME qui doit faire son job aussi, puis qui est de toute façon dans la grande chaîne de valeur. Mais c'est beaucoup moins compliqué à mettre en place que pour un très grand compte, sachant que beaucoup ne nous avaient pas attendus pour démarrer. Mais les outils étaient trop complexes. Est-ce que dans ta vision, quand tu te dis, tiens, finalement, je vais construire un outil de BI, de reporting sur ces éléments extra-financiers, est-ce que tu as la vision un peu du produit tel qu'il est aujourd'hui d'ailleurs? Est-ce que tu complètement. Oui, complètement. Tu t'es dit, voilà, en fait, ce sera un outil de monitoring. Je vais essayer d'agréger la donnée, de la mettre en forme et de pouvoir donner un rapport. J'ai ce que mes clients font avec BIM Analytics, c'est-à-dire que ils se connectent à toute leur stack de données, ils la transforment comme ils le souhaitent, ils mettent des règles de gouvernance de qui a le droit de voir quoi, etc. Ils arrivent à consolider ça, ils arrivent à deep dive quand ils ont un graphique et qu'ils se disent non mais attends, ça me parle pas assez, comment est-ce que je fais pour aller voir plus en détail, etc. Et le non financier, on se doute bien que de toute façon, il y a le sens de l'histoire est Tu peux expliquer clair. Le non financier pour ceux qui écoutent? Le non financier, c'est en fait aujourd'hui on a l'habitude n'importe quelle entreprise privée, etc. qui a un but lucratif regarde ce qui rentre, ce qui sort, et puis est-ce qu'il y a suffisamment d'argent pour donc le concept d'un PNL, d'un compte de résultat, d'un bilan, etc. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? La donnée relativement, vraiment je caricature. Ouais, mais c'est très très utile. La donnée, elle est brute et elle est tout le temps liée à un élément financier de qu'est-ce que j'ai facturé, qu'est-ce que j'ai payé en salaire, etc., etc. Et puis à côté de ça, le non financier, ça va être si mes achats sont plutôt orientés dans tel pays ou tel pays pour acheminer le même type de produit. Certes, peut-être que je vais avoir une meilleure marge en allant dans un pays, en allant me sourcer dans un pays asiatique, mais c'est vrai que si je fais le calcul de comment ce produit il a été créé, quelles ressources communes planétaires a dû être mise au pot, ce qui aujourd'hui ne rentre pas dans la structure du coût. Mais si tu commences à la faire entrer dans la structure du coût, autant te dire que la marge, elle est beaucoup moins propre, beaucoup moins intéressante dans ce type de sourcing. Donc le truc, c'est de comprendre en fait ce que ça impacte, quel est ton impact, que ce soit au niveau des émissions carbone liées à ton activité d'entreprise, et comment est-ce que tu as quand même une responsabilité sociétale, sociale, environnementale. Il n'y a pas que le prix. Et donc, de toute façon, ça, vu que le sens de l'histoire est là et que le mur arrive vite, les entreprises seront de toute façon mises face à leurs responsabilités. Ouais, c'est pas un sujet juste à la mode, et donc c'est la manière dont tu vas gérer tes déchets, la circularité possible, les émissions, et tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore intégré dans les prix. C'est ce que voulait faire la réglementation européenne en l'occurrence, pour aider justement la compétitivité européenne. On l'a pas assez bien compris en Europe, on va dire. On s'est un peu auto-saboté, c'est dommage, mais bon, anyway. Mais ça, en fait, de toute façon, on y viendra. Moi, je propose qu'on passe sur le point de scale, le premier point. Ouais. Le point que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est que j'ai envie de prendre un tout petit peu de recul justement sur cette notion d'ESG et de KPIs extra-financiers. Il y a un peu un monde avant 2022 et après 2022. Il y a eu un très fort engouement, d'ailleurs, à tous les étages de nos sociétés qui ont vu qu'il y avait envie d'avancer sur ces sujets-là. C'est un océan bleu qui est devenu rapidement un océan rouge avec finalement beaucoup de solutions proposées, à la fois du service, à la fois des softwares. Et puis tout le monde s'est engouffré dans la brèche. Et quand on a échangé ensemble, tu m'as dit la vraie problématique que tu avais anticipée dès le début, ça allait être trouver de son couloir de nage. Comment on se différencie ? Parce qu'à la fin, il faut vraiment se créer des barrières à l'entrée. Il faut vraiment travailler sur son produit pour se différencier. Et j'aimerais bien que tu nous expliques justement comment tu es arrivé là. Et j'aimerais bien aussi qu'on fasse un petit passage sur l'ESG. Et tu avais commencé à parler de l'Europe et des États-Unis. Il y a quand même tout un vent post-2022 qui est en train de dire on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain en disant voyez, on n'est pas compétitif, on se met des contraintes. Et donc du coup, regardez ce que font les États-Unis. Et en fait, on devrait tout abandonner. Donc j'ai l'impression qu'on parte. Voilà. Et ta vision un peu de ce qui se passe vraiment aux États-Unis sur ce sujet. Peut-être d'ailleurs qu'on peut commencer par ça. La vision aux États-Unis ? Ouais, la vision en fait effectivement, on a l'impression que sous l'ère Trump, l'ESG est passé vraiment au second plan, mais en fait, toi, tu passes beaucoup de temps aux États-Unis. Et moi, aujourd'hui, les États-Unis, c'est ma première région en termes de nouveaux revenus, de traction et de vélocité. Et de vélocité encore aujourd'hui, malgré les élections de Trump. Encore aujourd'hui.
Et en plus sur des grands acteurs, parce que moi donc je suis positionnée surtout sur des entreprises de grande taille. CAC 40 équivalent. Ouais, équivalent. Tu peux peut-être pas les citer. Mais... Si, on a L'Oréal, on a Orange, on a Bouygues, quand on est aux États-Unis, on a de très gros packagers, on a de la finance, on a du BlackRock, on a et là les logos auxquels je pense, je peux pas les nommer, mais mais voilà, c'est de cette taille-là dans la fashion aussi, par exemple, de cette taille-là. Et en fait, moi, ce que ces entreprises, elles me disent, et ce qui est hyper intéressant, c'est on ne peut pas perdre 4 ans de collecte d'informations non financières. Tout le monde voit où le sens de l'histoire. Tout le monde voit où on va. Tout le monde voit le mur qui arrive vite, quoi, sur ces sujets environnementaux. Et en tant qu'entreprise, ils se disent, mais on ne peut pas perdre 4 ans de collecte, peu importe ce que l'administration dans laquelle on est aujourd'hui nous conseille de faire, on va dire. Parce que dans 4 ans, s'il faut, ou peut-être un peu moins, il y aura peut-être il y aura peut-être un profil absolument en contradiction avec ce qui aura été demandé jusqu'ici. Donc, et eux, ce qu'ils se disent, et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2-3 ans, que les États-Unis vraiment montent fort, je trouve, sur la maturité qu'ils ont à comprendre ces données, ils sont tout de suite passés. Pourquoi ils le font, c'est pas pour être gentil, c'est pas pour être cool ou green ou vert ou philanthrope. C'est en fait parce que là, ça fait des années qu'ils voient que ces analyses qu'ils ont sur le non financier impactent vraiment positivement leur PNL, que ça continue d'impacter leur top line, c'est-à-dire leur génération de revenus, parce que c'est des arguments qui sont encore importants. À un moment donné, il y a à la fois le risque réglementaire pour une entreprise, mais il y a surtout le risque réputationnel. Et quand tes clients, là je regardais encore une étude qui est sortie récemment, il y a plus de 50% des électeurs plutôt républicains aujourd'hui qui continuent de dire que c'est important pour eux. Tu vois, c'est pas rien quand tu dis. Donc pour une marque qui se dit, moi, qu'une administration me dise quoi faire, etc., j'en ai rien à faire. C'est mes clients, in fine, c'est ma top line qui est importante. Et puis surtout, les investisseurs continuent de regarder comment l'entreprise se projette de manière durable. Et c'est pas juste de manière gentille. C'est pas ça, c'est de manière durable. Quand tu vois les primes d'assurance, si tu vois dans une entreprise qu'il n'y a pas de stratégie, de sourcing, etc., liée à des problèmes énergétiques, liés à des coûts qui peuvent exploser, ça donne pas vraiment envie d'aller là-dedans. Donc malgré tout ce qui se dit, ces entreprises, elles nous disent, nous, évidemment qu'on continue. Bien sûr, Rachel, ne t'attends pas à un témoignage client de notre part. Ils restent sous les radars, très clairement. Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'ils ont tout de suite compris ce retour sur investissement lié à la donnée non financière. Et moi, j'ai peur que, alors qu'on a en Europe plutôt l'idée, le sujet, montrer ce qu'il fallait faire et qu'on a été les premiers convaincus, les premiers à inspirer, j'ai peur qu'on se fasse encore possiblement passer devant par des gens qui auront tout de suite compris en fait que la case profitability, c'est la plus importante. On y va. Et mais c'est pas la case image, ouais, c'est vraiment. Et entre-temps, ils font le job. Entre-temps, ils pilotent. Entre-temps, ils décarbonent. Mais est-ce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu 3 étapes et en fait, il y a eu l'ESG, on va dire marketing, puis l'ESG réglementaire et maintenant l'ESG, on peut l'appeler ROI business. Et nous, on est resté un peu au réglementaire. On a dit il y a trop de réglementation et les États-Unis sont passés à la case 3. Et sachant que ce qu'on n'a pas assez compris en tant qu'entreprise de toute taille, d'ailleurs, c'est que le réglementaire, il est surtout là pour montrer comment écrire le playbook. Il est là pour dire, en fait, le réglementaire, on vous force à le faire parce que vu que vous ne savez pas par quelle boule prendre, ce sujet de décarbonation, par exemple, ou de sujet de pilotage non financier, on va vous dire dans quelle case mettre les chiffres pour que, déjà, ce soit harmonisé, que vous puissiez vraiment vous comparer tous entre vous, que vous puissiez construire des plans de transition, très qualitatifs, etc. Mais en fait, c'était une chance monstrueuse pour que tout le monde comprenne ce qui était en train de se passer, parce que malheureusement, je n'ai pas 100% des entreprises françaises clientes. Ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont absolument pas pigé la nécessité de faire ça. Et la réglementation, c'était pour ramener de la compétitivité en Europe. Parce que une fois que les entreprises comprennent en fait ce qui est en train de se passer, se décarbonent. Quand tu sais qu'à l'échelle globale, il y a qu'une planète et que quand tout le monde commence à percuter, nous, on est déjà prêts à ramener en fait ce presque non-coût de l'impact sur le commun dans la marge totale versus les autres. Si aujourd'hui on veut se battre en termes de compétitivité avec les Américains et les Asiatiques, ce n'est plus possible. D'un côté, il y a le social qui vaut pas grand-chose. De l'autre côté, il y a de toute façon des ressources énergétiques. Mais tout ça, ça reste du commun.
Et voilà, je sais pas si vous me suivez. Juste avant de revenir sur le couloir de nage, tu sens que c'est à qui tu parles, des directeurs du RSE, ce genre de profil, ils ont du poids ces gens-là aujourd'hui dans les boîtes en France. Donc au début, évidemment, sur ces sujets, il faut quand même parler à des gens qui sont plutôt des gens il faut parler à des gens qui sont un peu knowledgeable, quoi, qui sont déjà sur ces sujets. Il faut aller parler à des gens qui ne nous ont pas attendus, qui comprennent déjà que la data, elle est au cœur de tout ça, mais qui ont un problème technologique, d'accord ? Et nous, en fait, on vient répondre à ce problème-là à l'échelle des grands acteurs, des grands agents du changement. Et donc, oui, c'est d'abord la RSE, mais très vite, en fait, en quelques années, ça switch vers les achats, vers la finance, qui, pareil, je veux pas rentrer dans des détails, mais les sujets de consolidation statutaire, financier, non financier, ça a fait son bout de chemin, en fait, tous ces sujets réglementaires. Et tant mieux, parce que ça donne la big picture 360 pour une entreprise pour se projeter dans le monde de demain. Mais j'ai pas envie de caricaturer, mais en fait le sentiment que ça donne, c'est que en Europe on a pris le biais de la réglementation et on a un peu l'impression qu'il y a beaucoup de conseils d'ailleurs qu'on surfait là-dessus en disant patron attention, il y a la CSRD etc, il va falloir vous mettre aux normes et tout. Donc en fait ils ont vu ça comme une contrainte, ils se sont dit ok on y va et maintenant ils disent bon c'est bon j'ai plus la contrainte voilà. Alors j'ai l'impression que les États-Unis ont vu ça ok à la fin ça peut avoir un impact bottom line sur ma rentabilité et donc en fait il faut que j'y aille et comme c'est indispensable parce qu'ils disent de toute façon ils veulent améliorer leur rentabilité et que ça va être un élément structurant, ils le gardent un peu si tu veux. Moi j'ai l'impression qu'on s'est un peu saboté, je vais pas caricaturer, mais en allant faire peur, montrer du conseil, il fallait monter des missions de conseil, etc. pour montrer qu'il fallait s'adapter. Et en fait on a présenté ça sous l'angle contrainte versus sous l'angle... Oui, ce qui a fait très peur, c'est que en gros, si tu prends le parallèle de la transition, la transformation digitale, il y a 15 ans, en fait, c'est les mêmes patterns. Et ça, sauf que c'est les mêmes patterns de transformation qui ont fait peur. Il y en a plein d'ailleurs il y a plein d'entreprises qui n'ont pas pris ce tournant digital et qui sont mortes, très clairement. Donc la transition vers une économie bas carbone, ça fait peur aussi parce que c'est plein de nouveaux métiers, de nouveaux entrants, des budgets aussi différents, etc. Et après, ce qui est sûr aussi, c'est que tous les sujets de mettre en place le stack financier dans une entreprise, en gros, ils ont tous eu 30 ans jusqu'ici pour mettre le truc en place, les outils, les jobs, j'ai des auditeurs internes, j'ai des comptables internes, blablabla. Bla, bla, bla. Sauf qu'on demande le même niveau de rigueur sur le non financier, mais à mettre en place en moins de 3 ans. Donc forcément que ça fait peur. Ouais. Forcément, les boîtes se disent, mais moi, je peux pas mettre tout ça en place. Sachant que quand tu creuses un peu, tu vois bien que la granularité de la donnée non financière, elle est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus complexe et sophistiquée que le financier, en fait. Parce que tu dois même sortir de tes systèmes d'information pour pouvoir aller chercher ce qui se passe chez tes fournisseurs, dans ta supply chain, dans toute ta chaîne de valeur. Donc, si tu veux, le projet, il paraît vite pharaonique. La profondeur, elle est plus Il paraît vite pharaonique, mais en même temps, est-ce que c'est un choix ? Et ça m'amène à une question. Il y a une urgence quand même. Ouais. Tu peux revenir peut-être sur la notion de couloir de nage. Justement, ouais, et en fait, du coup, on a un peu l'impression que tu as pris la face nord. Ah mais complètement. Et je le dis tout le temps. J'ai l'impression à mes équipes. Tu as voulu ton couloir de nage, qui est en fait les gros groupes, et on a l'impression que c'est les plus complexe parce que pour arriver déjà à ce qu'ils aient une compta agrégée et tout, il y a déjà beaucoup de gens. Mais alors imagine en extra financier et puis après tu dois y arriver chez tous les fournisseurs, justement scope 1, scope 2, scope 3 et à l'étranger avec des filiales. Mais alors après, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais déjà créé une première entreprise. Donc si tu veux, Sweep, c'est pas une philanthropie. Enfin, je crée pas une asso. Je veux pas être gentille. Comment dire, il y a un moment donné, faut payer des salaires. Donc, en fait, il faut que ce soit un business qui soit durable lui-même. Voilà, quoi. Et donc, quand on a dit ça, oui, c'est sûr que, pourquoi les grands comptes? Pourquoi les grands comptes? Parce que déjà, comme je disais, on avait le luxe de choisir nos batailles et on voulait aller les aider eux. Parce que eux avaient quand même tout de suite beaucoup plus d'impact. Maintenant, une fois que tu as dit ça, la complexité d'un grand compte, quand tu commences à rentrer dans les systèmes d'information, à la granularité nécessaire, à devoir connecter leur propre supply chain, etc., autant te dire que tu passes pas comme ça juste parce que tu as un joli tableau de bord et que tu es la nouvelle start-up un peu cool, tu as la cybersécurité, enfin, tu te prends en fait tout le process de difficulté d'un n'importe quel software, même ultra mature, qui veut enfin pouvoir travailler avec du CAC 40, avec du FTSE 600, avec du Fortune 500, etc. C'est abominablement cycle de vente hyper long, grand compte. Cycle de vente hyper long, des gens qui
qui ne t'ont pas attendu, qui sont déjà mûrs sur le sujet, qui sont mal outillés, mais qui sont quand même outillés. Et donc, comment est-ce que tu passes en fait toutes ces étapes-là? C'est pas simple. Comment est-ce que ton produit du jour au lendemain, quand tu es dans une grande entreprise avec multimarques par exemple, et qui te dit non mais attends, parce que telle maison ou telle marque ils sont plus avancés que telle autre, alors en fait je veux pas qu'ils voient les data, etc. Mais en même temps ils ont une partie de même supply chain. Est-ce que tu peux? Tout ça, ça veut dire qu'il y a un sujet d'intégration de la donnée, il y a un sujet de gouvernance de la donnée, il y a un sujet de processing de données, et tout ça en mode distribué. Enfin, je veux dire, c'est pas simple. Donc nous, heureusement qu'on venait, on s'est dit qu'on était les seuls, en fait, c'était un peu notre enfin bref, on s'est dit, on a le... On n'est pas, enfin, il n'y a pas eu cette vente de BIM complètement par hasard. Alors moi, enfin bref, je suis croyante, je suis dans un truc judéo-chrétien, machin, il faut redonner, enfin bref, voilà. Donc ça m'a aussi un peu aiguillée, on va dire. Mais on n'a pas appris tout ça pour aller, je sais pas moi, faire un business complètement différent. On a appris tous ces trucs de data. On sait que la data, elle est au cœur du pilotage des décarbonations, etc., des entreprises. On va s'attaquer au gros, mais en même temps, le produit, avant qu'il soit prêt à être utilisé sur des stacks monstrueux de volumétrie d'informations et digeste avec les bonnes méthodologies métiers, ça veut dire qu'il faut des gens qui viennent de la data comme nous, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui viennent du Climate Journey. On a eu la chance d'avoir quelques collaborateurs de Carbone 4 et qui sont toujours avec nous d'ailleurs, qui sont venus productiser ce qu'ils avaient dans leur cervelle, en fait dans le logiciel. Mais il a fallu qu'en jour 1, moi j'ai toute cette équipe. J'allais pas juste dire moi je connais mon truc en data, donc ça suffit, pas du tout. Et en fait, ce qui aide, c'est que si tu veux, moi, sur le sujet de la data, de la grande volumétrie, je peux te dire que c'est toujours aussi compliqué. Toujours aussi compliqué. Ça, c'est pas magique. Hein. Vraiment, ça n'a toujours pas... Peut-être qu'avec de l'IA, maintenant, on peut quand même dire que les choses ont évolué. Mais en tout cas, on avait le mérite de pas être surpris. Parce qu'on venait de ce monde-là. Et quand t'es pas surpris, t'as déjà un edge. De base. Mais c'était ça, vas-y, mais tu voulais dire que c'était ça. Et ça, c'est important dans la création de business, en fait. Donc, il y a le côté, je vois à peu près où je veux aller, puis il y a un côté, on monte un business, il faut pas qu'on soit concurrencé avant longtemps. Donc, tous les wannabes, en fait, qui se sont lancés en disant, moi, tu vois, la pub savane, moi aussi, j'en veux ma part. Grosso modo, c'était, je vais faire des petits trucs, et puis je suis un consultant, je vais faire du logiciel. Mais enfin. Non, mais ce que tu es en train de dire, c'est que tu as mis quand même des moyens, Day One. Oui. Ah, j'ai mis des. Attends, c'était pensé. Le couloir de nage en question, il était pensé. Après, on savait que si on allait dans un autre couloir de nage, l'impact, il serait pas top tout de suite, quoi. En fait, voilà. Tu t'es dit que ta complexité serait ton edge. La complexité serait... Et tu vois, on a été beaucoup critiqués aussi au début par d'autres acteurs, d'ailleurs, qui, j'entends l'écosystème, hein, pas forcément concurrent, tout ça, mais qui disaient, en fait, mais voilà, ils ont levé beaucoup d'argent, on les voit toujours pas. Mais enfin, ça prend un temps de dingue de créer un stack qui tient la route à la vraie échelle, en fait, de ces grands comptes-là, qui ont besoin de quelque chose de moderne, mais tout de suite. Ça me fait penser à William qui avait embauché des doctorants en IA dès le jour 1 pour une boîte en IA. Quoi. Ouais, mais tu vois, nous, typiquement, le sujet de l'IA, on l'a vu arriver depuis un petit bout de temps, et en fait, il y a plus de 2 ans maintenant, ça commence à être limite préhistorique quand tu parles d'IA. Il y a plus de 2 ans, on a racheté une boîte qui faisait que de l'IA sur nos sujets au UK, qui n'avait pas réussi à monétiser, mais une équipe hyper smart. Et en fait, on a racheté l'équipe très clairement, et en fait, ça fait plus de 2 ans que on a organisé la manière de penser l'IA, de la délivrer dans l'outil. Et aujourd'hui, on est hyper avancé. Et là, on a encore reçu... parlera à la fin, justement, du rôle de l'IA. On a encore reçu des quadrants là, d'analyse qui sont arrivés. On est dans le top 2, quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, pour t'attaquer à la complexité, tu l'avais, très bien anticipé parce que tu avais ta vision, tu t'étais penché sur le sujet avec le GIEC, etc. Tu t'es rapproché de gens qui étaient sachants dans l'univers du climat. Ton expérience d'avoir déjà monté une première boîte, l'expérience de la data et de gérer la volumétrie, la conformité, etc. Et d'avoir fait un passage aux US qui fait que directement tu vas te frotter au plus haut. Donc, très intéressant. Et du coup, Excuse-moi, juste Aymeric, le couloir de nage, c'était aussi un choix fort en termes de positionnement et de promesse produit, j'imagine aussi d'aller sur la case 3 que tu étais en train de dire, le ROI financier versus un truc réglementaire. Oui, parce qu'en fait la maturité aussi sur nos sujets, elle était principalement chez les très grands comptes que sur les TPE, PME qui en fait étaient c'est un nice to have, ou alors c'est juste parce que mon grand donneur d'ordre, il me demande de faire 3 trucs, mais voilà. Et ça scale pas, si tu veux, parce que ça, c'est du churn à la folie. Aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt. Et ta vision de faire, évidemment, c'est pas du tout la même, mais faire une
boîtes de SaaS, donc en fait qui soient quand même abouties de A jusqu'à Z, versus des sociétés de conseil qui se sont multipliées, qui sont elles-mêmes un peu outillées. C'était, j'imagine, un parti pris fort. Mais tu avais vraiment l'idée qu'on pouvait pas avoir autant d'impact, on pouvait pas scaler si on faisait une boîte de conseil même outillée. Non, mais tu le vois bien. Je veux dire, c'est la beauté du digital. Moi, pour avoir fait du SaaS depuis vraiment, comme je te dis, depuis 2008-2009, tu vois la beauté en fait de la connexion des points. C'est basique, ce que je te dis, mais et en fait, il y a qu'avec de la technologie sur ces sujets. Je pense que déjà réussir à y voir clair, de manière consolidée, prendre des décisions. Si t'as pas une grosse bécane, désolée de parler comme ça, mais si t'as pas une grosse machine, et voilà. Et en fait, c'est pour ça quand on voyait aussi beaucoup de boîtes de consultants qui commençaient à faire du logiciel, franchement, bravo. Déjà, il faut que franchement, il faut plus il y a de monde, mieux c'est finalement, parce que ça reste quand même une nouvelle catégorie, quoi. Donc, mais en même temps, c'est pas du tableau de bord, du tableau de bord qui scale à l'échelle d'un CAC 40, ça suffit pas, quoi. Et si c'est pour avoir des gens qui moulinent toute la data en Asie pour faire que tes tableaux de bord se rafraîchissent 2 fois par an, ça marche pas non plus, parce que ça, c'est la réalité aussi de plein d'acteurs sur le... Avant qu'il passe au point numéro 2, juste c'est quoi les métiers les plus complexes que tu as chez toi, par exemple ? Sur nos sujets, quand même tout ce qui va être cybersécurité, parce que forcément quand tu t'attaques aussi à des très grands comptes, autant te dire que il faut que tout soit absolument propre et limpide. Et tu siphonnes beaucoup de données sur ces sujets. Tout ce qui va être intelligence IA, très clairement. Donc ça, on s'est à la fois bien équipé, on continue de faire monter tout le monde. Je dis toujours à mes équipes que nous ça vaut pour toutes les entreprises. T'as le produit ou le service, t'as le produit que tu vends, et puis t'as le produit qui fait le produit. Le produit qui fait le produit, c'est la boîte, c'est les gens. Et donc en fait, il faut que tout le monde rampe up en termes de feature set. Et tu as ton produit, mais tu as aussi toute ta boîte qui doit continuer d'avoir un système qui s'organise avec des fonctionnalités. Les fonctionnalités, aujourd'hui, c'est des fonctionnalités d'IA au sein du produit qui fait le produit. Et ça, je veux dire, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Ça, c'est clair. Et toutes ces fonctionnalités-là, oui, très clairement. Et après, une fois que tu as dit ça, il faut quand même un bon customer facing. Il faut des gens qui connaissent leur métier de relation client, quoi, aussi. Alors, le point de vue numéro 2, très différent. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur. J'ai envie de parler, évidemment, de la diversité et de la parité. On sait que c'est un sujet que tu as beaucoup poussé dans les différentes instances dans lesquelles tu as été. Le point que j'ai trouvé intéressant en discutant avec toi, c'est qu'on a l'impression que c'est un sujet que tout le monde a envie de pousser. Et c'est un peu un sujet de la bonne résolution au début d'année. Tu t'inscris au Club Med Gym parce que tu as envie de faire de la gym et qu'on est en septembre et que voilà, ou en janvier. Et derrière, en fait, ça passe au second plan parce que derrière, il y a tout le reste et t'es rattrapé par le quotidien. Toi, t'as pas mal réfléchi au sujet. J'aimerais bien que tu me donnes ta vision justement sur la diversité, sur vraiment ce qu'elle apporte. Est-ce que tu vois, tu l'as expérimenté. Il y a eu pas mal de débats par rapport à ça. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à s'y tenir, quoi ? Qu'est-ce qui fait que est-ce que c'est vraiment utile ? Et 2, qu'est-ce qu'on fait pour vraiment s'y tenir ? Alors, est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est utile ? Oui, parce qu'en fait, il y a encore, moi, quand j'ai démarré au tout début sur la première entreprise, je pense qu'il y avait moins de 5% des femmes, de PDG femmes au sein des entreprises de la tech. 5%. En tout cas, c'est les chiffres de France Digital que j'avais en tête. Je parle de la France, mais bon, ça doit être un peu la même chose partout ailleurs. Et en fait, il y avait, tu regardes aujourd'hui, je crois que si on est monté à 10%, c'est le grand max. Et je te parle de ça, il y a quand même plus de 15 ans d'écart, c'est ridicule, quoi. Tu vois, donc il y a des choses qui n'avancent pas. Et pourquoi ça n'avance pas ? Parce que c'est sûr que tu vois qu'il y a toujours aussi peu de femmes dans les entreprises de tech. Donc forcément, t'as pas toutes les jeunes nanas qui rejoignent se disent pas forcément qu'elles vont pouvoir. Je sais pas si on doit parler de rôle modèle ou etc. Mais en tout cas, il faut du modèle, quoi. Il faut un semblant de représentation, ça c'est sûr. Et si tu forces pas les choses, c'est pas prêt d'arriver. Donc ça c'est toujours un fait. Et en gros, moi je suis pas la best des best pour penser ce système-là. C'est comme ça, pareil. Après, je suis peut-être un peu résignée aussi, mais ce que je me suis dit surtout, c'est que pareil, en ayant le luxe de repartir une deuxième fois, de choisir les batailles, je me suis dit, tu te mets société à mission. Ce qui est dur, ce qui est hyper compliqué. Donc, en 2 mots, ce que je veux dire.
Une société à mission, en fait, c'est pour le coup, j'ai le terme en anglais, pardon, je dis tout le temps ça, mais américain, c'est under French laws, quoi. Enfin, c'est un statut légal en France. Enfin, ça veut dire que moi, je suis auditée d'un point de vue financier par mes auditeurs, voilà, comme toutes les entreprises, mais j'ai aussi un audit concernant ma mission. Je dois montrer que ce qui est inscrit dans mes statuts est on track, quoi, tout simplement. C'est Bruno Le Maire qui veut lancer ça, non ? Pardon ? C'est Bruno Le Maire qui veut lancer ça, non ? Je crois, ouais, je crois. Mais et en tout cas, c'est inscrit dans les statuts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mes investisseurs américains n'ont pas compris forcément que, en gros, avec tout cet argent qu'on a levé, du jour au lendemain, ils ne peuvent, si par exemple ils se disent mais non mais ça fonctionne pas assez ce qu'elle fait, donc je veux qu'elle devienne la Shein du fast fashion, tu vois, je caricature, j'ai n'importe quoi. Je veux qu'elle fasse un gros pivot Shein avec l'argent qu'elle a et qu'elle devienne number one en Europe. Ce n'est pas possible, sauf à dissoudre l'entreprise. Tu vois, c'est quand même fort. Ça protège vraiment l'entreprise sur ce qu'elle doit faire et ce que finalement elle promet en termes d'exosquelette, si tu veux, à tous les salariés qui te rejoignent. Donc il y a la société à mission et il y a ensuite la B Corp. De B Corp, en jour 1, j'étais dans les starting blocks pour être déjà audité. On n'avait absolument rien à montrer, autant te dire, mais c'était important pour moi de nous mettre en fait dans une dynamique aussi où on allait devoir se confronter à un playbook. C'est pareil. Et ça, quand on me dit, mais moi, je sais pas comment, quand j'entends des PDG qui disent, mais moi, je sais pas comment faire pour que tout soit bien. Par exemple, deviens une bicorp, t'as tout le playbook, en fait. Faut arrêter de dire qu'on ne sait pas. Les playbooks, il y en a 1 milliard qui ont déjà été écrits. Allez-y, les gars. Juste faites-le. Et donc, mais c'est pareil, c'est du temps, c'est de l'argent. Et en fait, la meilleure manière pour moi que ça dure, je ne suis pas parfaite. Il y a plein de points que je perds parce que je ne suis pas bonne du tout sur plein de sujets, mais j'en gagne aussi beaucoup par ailleurs pour plein d'autres sujets. Et puis le but, c'est d'être bien sur à peu près tout. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai mis la machine en route pour solidifier, pour assurer ces statuts-là. Et après, tu mets ça dans les mains de tes équipes, quoi. Et en gros, c'est là que ça se maintient. Et ce que je trouve intéressant dans notre discussion, ce que tu m'as dit, c'est que en fait, tu as au début certains bons principes, mais si tu mets un peu de contraintes dans le système dès le départ, mais c'est sûr. En fait, t'es pris par la vague parce que tu dois staffer. Moi, je peux te dire que quand on doit se faire auditer, ça me fait pas plaisir parce que c'est du temps, c'est de l'argent, c'est du défocus sur d'autres sujets. T'as pas envie de ça, mais c'est une assurance que tu donnes à tes salariés, à tes investisseurs aussi, à tes clients, etc. Mais oui, c'est contraignant, mais je pense que le bénéfice est multiple, et déjà aujourd'hui et dans le temps. Pourcentage de femmes aujourd'hui chez vous ? 37%. Ouais. Alors j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus au leadership. Là, je suis encore nulle sur le sujet, mais 37%. Et après, c'est pas mal. Après, j'aime bien dire aussi, alors je sais pas comment ils vont le prendre, mais je crois qu'ils vont bien le prendre. Mais j'ai une équipe RH. J'ai une équipe RH qui est très diverse sur à peu près tous les sujets, voilà. Et c'est cool parce que tout le monde a des biais. Et en fait, je pense qu'ils recrutent avec leurs biais. Et donc, du coup, je trouve qu'on a une entreprise qui est quand même vachement diverse. T'as le multi-biais et le multi-biais. Mais parce qu'en fait, si tu mets les biais aux bons endroits, c'est bien. Ça te sert. Finalement, ça te sert. Là, on est 200, à peu près 200. Ouais, c'est ça. Je dis 200 parce qu'on est proche d'eux, mais voilà, c'est au moins. Elles sont où tes équipes d'ailleurs réparties ? Les équipes, elles sont. Donc moi, j'ai beaucoup de gens qui sont très très proches des bureaux que nous avons. Parce que sur les sujets on a créé complètement remote, mais là c'est très bureau. On a des bureaux à Montpellier, à Paris, à Londres et à Denver, aux États-Unis. Et peut-être juste pour finir ce point-là, si on veut essayer d'améliorer les choses, parce que tu es parvenu sur la diversité, pourquoi ça avait vraiment un impact et pourquoi c'était bénéfique. Ouais, en fait c'est bénéfique, mais aujourd'hui tu vois ce que je fais, je pense que ça ne sert pas assez le futur. Je pense contribuer un petit peu, mais pas assez. Mais je pense que parce que moi toute seule je peux pas faire grand chose, mais il faut changer le système. Et je pense surtout sur ces sujets de start-up, de tech, etc. Parce que sinon on sera qu'à 15% dans 10 ans, tu vois, grosso modo de femmes dans la CEO tech. Je pense qu'il y a un vrai sujet au moment surtout du seed ou des premiers ou du pré-seed en fait pour les entreprises tech. Je pense que les investisseurs qui rentrent, par exemple, tu lèves 1 million en seed ou pré-seed, déjà t'es chanceux, mais en fait, je pense que sur les 1 million, il faut que l'investisseur force en disant, écoute, sur les 1 million, tu prends, je sais pas moi, 70, 80 K là-dedans pour t'équiper avec même une équipe, une agence
de recrutement qui va te proposer que des CV, beaucoup de CV de femmes, être sûr, parce que c'est au démarrage en fait que tu crées la distorsion. Au démarrage, souvent en plus avec l'argent que tu lèves, tu veux tout de suite embaucher pour aller vite, etc. Et quand tu veux aller très très vite, il se trouve que sur tous les mecs, forcément, tu vas au plus facile. Ça, je vous refais pas l'histoire, mais je pense que si un VC impose en disant je te donne des 1 million, mais tu es obligé de prendre X pourcentage pour recruter, tu vois, si on te force, parce qu'après, une fois que dans l'équipe des moins de 10 personnes, tu as pas mal de femmes, ça crée tout de suite une autre dynamique sur le recrutement à venir. Et, tu casses le cercle vicieux tu casses le truc, quoi. Je pense qu'il y a un truc à faire à ce niveau-là. On peut peut-être dire un petit mot de Maëlys qui milite beaucoup pour ça chez France Numéum. Elle a fait beaucoup de lobbying autour de ça, justement, en ce moment. Mais il faut, je pense que c'est bien qu'on en parle, mais on n'a pas encore craqué un quelconque système, et je pense qu'il se fait surtout sur du site pré-site, quoi. Ouais, très intéressant. Est-ce que tu veux, avant qu'on passe au endgame, tu veux synthétiser ? Ouais, avant que je passe la main à Juju, mais moi j'ai retenu plusieurs points. Déjà, j'aime bien ton idée de... Quand je t'entends parler, c'est tout de suite go big. Enfin, on a l'impression que t'as un bulldozer. Ouais, go big or go home, je m'en souviens, c'était chez Tiller, ça. Mais on a l'impression que t'y vas, on peut pas faire les choses à moitié. Quand tu parlais de ta notion de couloir de nage tout à l'heure, c'est... Non, faut pas y aller avec un pistolet à eau ou un nerf, quoi. Tu vas à l'américaine, toi, clairement. Ouais, avec parce que Leclerc, tu sais quoi, parce que j'ai eu la chance de voir que c'était possible. Ton Disneyland, tu l'as vu. Mais mon Disneyland, je l'ai vu, j'ai vu que c'était possible. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de faire la même. Et puis surtout, on est sur un sujet où on n'a pas beaucoup le temps. T'as jamais le temps dans ton business, très clairement. Mais on est en plus sur un sujet où, de base, t'as pas le temps. Et le sujet, il se trouve qu'il est global. Donc en fait, si moi, je me restreins au marché français, c'est quand même bien naze. Et deuxième point, je pense que tu l'as beaucoup utilisé, le terme playbook. Il y a beaucoup de choses qui existent et qui sont quand même fortement documentées, mais on n'a pas cette culture du playbook en France, en tout cas de documenter tout ce qu'on fait, ou inversement s'appuyer sur des choses déjà existantes. Donc autant le faire et puis de suivre les règles qui sont déjà établies. Exactement. Juju ? Ouais, on peut passer à la troisième partie, qu'en fait un peu, on en parlait un peu en off, mais c'est quoi le endgame pour toi ? Comment tu imagines la suite en fait pour la boîte ? Moi, j'imagine, c'est ma deuxième entreprise et en fait, j'ai pas de couperet absolument d'exit ou de choses comme ça, parce que ça m'est déjà arrivé finalement. Donc, je vois quand même les choses sur la deuxième entreprise vraiment différemment. Moi, j'ai envie de créer un empire. Très clairement. Tu vois, go big. Ouais. Non, j'ai envie de créer un empire parce que déjà, je trouverais ça hyper chic que ce soit français, cette histoire, de base, que je crois en nous. Moi, je crois en moi sur ce sujet aussi. Je crois vraiment en mon équipe. J'ai vraiment une chouette équipe. Et puis, je pense qu'on prend les choses vraiment du bon côté depuis le début. Il y en a plein qui nous disent, bah non, mais attends, mais c'est trop compliqué, puisque vous faites, c'est hyper sophistiqué. Ouais, mais en fait, tout le monde va comprendre là, dans très peu de temps, que la sustainability, tout ce qui est durabilité, c'est un problème de data et c'est un problème de network. Donc une fois que tu as dit, si je n'ai pas mis en place les systèmes depuis des années, des systèmes corrects qui permettent de scaler, je suis nulle sur ces sujets. Je ne peux pas adresser le besoin. Et donc en fait, aujourd'hui, je dis pas qu'on a tout fait parfaitement, loin de là, parce que ça reste quand même des nouveaux sujets, mais je trouve quand même qu'on fait partie de ceux qui ont vraiment la possibilité d'être on est déjà dans le top 2 des pure players à l'échelle mondiale, et je pense qu'on va aller chatouiller. En plus, tu l'as vulgarisé, tu l'as rendu financier, ton logiciel, c'est ça qui est le point fort. Ouais, exactement. Et moi, ce qui me plaît, c'est quand je vais parler. Moi, ce qui me plaît, c'est quand je vais parler aussi aux CFO, qui sont aussi les nouveaux acheteurs de ces sujets-là. Et moi, ça, je reviens à mes premières amours aussi finalement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Tu envoies ta culture américaine quand même dans le business. Hein. Ouais, tu nous disais en off qu'aussi que tu voulais créer non pas un empire, mais aussi une Forever Company. Ouais. Moi, j'aime bien ce terme-là. Ouais. Je trouve que c'est très intéressant. L'empire, normalement, il est supposé être forever. En tout cas, c'est ce que l'empereur veut. Je plaisante, non. Forever Company. Non, Forever Company, en fait. C'est l'avantage d'avoir fait un exit avant, je veux dire. Si je suis cynique, ça rend les choses. Mais c'est vrai que le concept, on appelle nos clients les Forever Company parce que c'est des entreprises en fait qui ont vraiment compris qu'elles ont un mandat, c'est celle de durer pour toujours. Quand tu es un PDG de boîte, à moins d'être tout de suite dans une logique, que l'on voit aussi actuellement, mais n'empêche que le PDG, un conseil d'administration, le mandat
les jetons que ces gens-là récupèrent, c'est à la base pour être sûr que l'entité qu'ils dirigent soit forever, dure pour toujours. Et donc, en fait, sauf qu'aujourd'hui, durer pour toujours, c'est à la fois être bien propre et bien clair et bien en croissance sur ces sujets financiers, mais être sûr que tu es rapatrié les sujets non financiers dans le tableau. C'est Philippe Zawati de Mirova qui disait à un événement en été, il dit, mais de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que ce sont les états non financiers d'aujourd'hui qui te donnent la picture de ton état financier de demain, très clairement. Et tu le vois aujourd'hui. Regardez Mélanie, en fait, tout le monde regrette là en Italie d'avoir continué à se dire non mais le renouvelable on s'en fout, on continue sur le gaz. Ouais, là aujourd'hui tu as des prix qui explosent. Donc tu vois, c'est tout ça la durabilité, c'est ton sourcing, c'est ton énergie, et oui c'est une empreinte carbone, c'est des clients qui sont pas contents. Aujourd'hui si tu ne réconcilies pas les deux, t'es pas sur ton mandat. Et donc, oui, être une forever company, c'est d'avoir pigé ce truc-là, et puis donc de juste mériter ton paycheck à la fin du mois. Et transmettre peut-être. Alors, en fait, on voit surtout beaucoup dans les entreprises familiales. Les ETI, notamment. Les ETI familiales. Mais dans la tech, on le voit peu. Dans la tech, on le voit encore peu, ouais, parce que pas du tout, je l'ai jamais entendu, moi. Il y en a, mais tu sais, nous, on a aussi des tout petits clients. Il faut savoir qu'on a aussi des tout petits clients en termes de taille, vraiment même quelques big corps, mais qui ont prévu, qui veulent être méga sérieux sur le sujet du carbone, parce qu'ils savent que ça va être un enjeu de scalabilité. T'as un truc que tu vois pas mal aux États-Unis, c'est les ESOP, c'est les boîtes qui sont détenues par les salariés et qui sont un peu des forever company, mais de façon différente. C'est-à-dire qu'elles sont détenues, co-détenues très majoritairement par tous les salariés avec une bourse interne, etc. Ça, c'est des trucs qu'on voit pas mal aux US. Et justement, les US, c'est quand même une ambition pour toi. Et dans le next game, t'as envie d'être aux US, t'as envie d'être un acteur reconnu aux US. Ça passe par quoi? C'est quoi tes enjeux là-bas? En fait, ce qui est sûr, c'est que t'as un marché domestique assez incroyable. Enfin, ça serait quand même une sacrée erreur d'un point de vue de business développement de pas s'intéresser aux États-Unis. Je veux dire, si mon but c'était d'avoir 100% des boîtes américaines, vu bien sûr la politique, etc. Évidemment que je ne serais pas sur mon BP. Très clairement, je serais même. Mais c'est tellement vaste et il y a tellement de boîtes qui veulent faire les choses bien que là j'ai un win rate qui explose en plus. Enfin, ouais. Tu n'aurais pas anticipé ça, tu vois. Je pensais qu'il y avait un coup de gel. C'est très intéressant. Mais alors, je te confirme, il y a des coups de gel. Les pipelines sont pas remplis comme à une certaine époque. Mais il y a des gens très sérieux. La planète est très vaste. Donc déjà, si t'as 100% de ceux qui sont très intéressés, je veux dire, t'as gagné, quoi. T'as gagné. Et puis, de toute façon, le pendulum, je veux dire, il revient. Hein. Ça, c'est... Tu parles des midterms. Exactement. Dernière partie, peut-être 2 questions encore pour toi. La première, c'est, on en parlait un peu, mais qu'est-ce que tu fais pour maintenir la pêche, garder l'énergie des débuts tous les jours, avec tes équipes notamment qui ont besoin de toi? Alors, mes équipes, ils sont suffisamment grands pour s'auto-gérer et leur santé, etc. Enfin, en tout cas, après, on a mis plein de choses en place, tu vois, des moca, care, etc., sur les sujets de santé mentale. On dit souvent que les gens sont à l'image des dirigeants. Donc, écoute, ça, je sais pas, faudrait leur demander. si toi, t'as la pêche, ils vont l'avoir. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, j'essaie d'avoir le smile, ça c'est. Enfin, il y a aussi un rôle, hein, très clairement, à jouer. Et puis, si je suis pas contente, j'évacue sur mes enfants. Je plaisante. C'est une bonne chose. Tu fais du sport. Non, mais j'ai 2 garçons. Mais après, je vis à Osgore. Ça m'aide aussi quand je rentre à la maison et que je vois que, enfin, c'est quand même un lifestyle avec l'océan qui est incroyablement je me sens ultra privilégiée. Et parce que je suis dans ces conditions-là, je me dis que je suis justement sur une mission que je n'ai pas le droit de louper. Parce que la vie me gâte par ailleurs, quoi. J'ai 2 enfants en bonne santé, des sympas. Et après, ouais, je me suis remise à faire du sport, très clairement. C'est sûr que les premières années de l'entreprise, c'est compliqué de trouver du temps. Très compliqué. Et c'est débile enfin, c'était nul de pas réussir à en trouver pour entretenir la machine personnelle, on va dire. Et parce que je vois là, en me réorganisant, c'est pareil, mais j'ai un management qui a grandi aussi. Donc, il y a quand même, bien sûr, on a plein de nouveaux sujets, on a des sujets d'expansion. Mais je trouve aujourd'hui que j'arrive à beaucoup mieux organiser, le peu de temps personnel, enfin en tout cas avant c'était -2, voire 0,00 -2, ouais. Et puis là j'arrive à en avoir un tout petit peu plus. Et donc ouais, j'essaie de le mettre à des endroits, mais c'est important, ouais, on est notre propre monture, quoi. On dit qu'il faut l'aménager pour aller loin. Et peut-être une dernière chose, il y a une personne que tu aimerais inviter à ce micro, que tu pourrais appeler en sortant, en la recommandant chaudement. Et une femme si possible, on est très content aujourd'hui, on va avoir 2 femmes, et donc écoute, Clémence qui est arrivée.
Écoute, donc je ne parle pas de Clémence. C'est ça. Tu peux. Non, qu'est-ce que je peux te dire moi, je suis très très fan de ce qu'une... Alors je le dis souvent pareil, mais de ce qu'une Marie Houtier fait en ce moment, donc qui a été rachetée donc par Twitter. Et puis aujourd'hui, elle redonne aussi beaucoup, je trouve, à l'écosystème. Elle essaie d'organiser pas mal de choses. Elle a bien pigé que là, elle a fédéré beaucoup de femmes pour entrer dans un véhicule d'une très grosse levée où normalement, c'est vrai que c'est des réseaux très masculins. T'as pas forcément la capacité de rentrer là-dedans. Donc, elle a fait plein de choses là récemment et que je trouve, voilà, ça met vraiment une belle pièce, une belle pierre à l'édifice, on va dire. Ah bah super. Parfait. Avec plaisir. Très bonne reco. Merci. Merci beaucoup Allez, pour merci le temps beaucoup, accordé. Plaisir, merci. À bientôt. Merci. À tous sur les ondes. Bye bye.